Les vases d'Ussé, tome 3, l'Italie pour le meilleur et pour le pire. Suite. Lundi 29 avril 2002. Éléonore reprenait le travail le lundi suivant leur retour, du quart de journée. Elle était donc partie avec François. Quand il pénétra dans l'enceinte de l'hôpital, il jeta un coup d'œil rapide vers elle. Elle ne semblait pas particulièrement perturbée. Mais lorsqu'il prit la direction du parking derrière l'Argilière, il entendit sa respiration s'accélérer. Il gara la voiture et coupa le moteur, puis la tira à lui. Son cœur battait à toute allure. « Je suis là, mon amour. Il ne t'arrivera rien. »« Je sais, mais cet endroit est celui où il m'a agressé. Synchronise ta respiration avec la mienne. Respire. » Elle parvint à se calmer petit à petit, à surmonter cette panique qu'elle avait sentie venir. François la prit par la main pour aller jusqu'au bâtiment. Elle serrait sa main avec force. Elle se détendit lorsqu'elle fut à l'intérieur. François l'entraîna dans son bureau au 3e étage, où il la serra de nouveau contre lui. « Chérie, il va falloir que tu sois prise en charge après ce que tu as vécu. Je vois bien que ça ne va pas. Je sais, j'ai déjà fait le diagnostic, et je ne pourrai pas m'en sortir toute seule. J'ai avant tout besoin de toi. Mais je vais demander à Barbara si elle peut s'occuper de moi ou si elle a quelqu'un à me conseiller pour le SSPT. Je pense que c'est une bonne idée, parce que demain matin, normalement, tu devras prendre ta voiture, et elle aussi est liée à ton agression. Je ferai le test ce soir. Je verrai s'il se passe quelque chose. Je viendrai avec toi. Et si jamais ça n'allait pas, demain je te servirai de chauffeur. Tu ne vas tout de même pas commencer à 6 heures le matin ou finir à 21 heures et faire des journées de 12 à 14 heures, rien que pour moi. S'il le faut, oui, et tout le temps qu'il faudra. Je ferai n'importe quoi pour toi. Je t'aime, et je veux être là pour toi. Moi aussi, je t'aime, dit-elle, en nichant sa tête dans son cou. Elle redescendit au 1er étage pour prendre son quart de travail. Edwige Cordier la reçut dans son bureau avant qu'elle commence à prendre les patients en soins. La cadre de santé voulait faire le point avec elle, s'assurer qu'elle se sentait en mesure de travailler sans se mettre en danger. Éléonore ne lui cacha pas qu'elle souffrait de SSPT, avec des cauchemars réguliers, des flashbacks, des souvenirs envahissants. Elle lui fit part de son intention de consulter un psychothérapeute, qu'il s'agisse de Barbara, la psychologue du service, ou la personne qu'elle lui conseillerait. Justement, Barbara doit venir en début d'après-midi pour un patient. Tu pourras lui demander. Et surtout, n'hésite pas à m'en parler si tu sens que ça ne va pas. Je le ferai, Edwige. Merci. Barbara Desmond, la psychologue, conseilla Éléonore après l'avoir écoutée un long moment. Il est évident que tu as besoin d'être aidée, mais dans ton cas, l'hypnose peut être un outil utile en raison de l'impact des viols et de la séquestration sur tes émotions et tes souvenirs. L'anxiété, les troubles du sommeil dont tu m'as parlé peuvent être réduits par l'hypnose en modifiant les réactions émotionnelles et les souvenirs associés à l'événement traumatique. Déjà, le point positif, c'est que tu arrives à parler de ce que tu as vécu et tu t'es livré sans tabou à François. Ça ne peut que t'aider dans le processus de guérison. L'autre avantage de l'hypnose va être de t'aider à développer des comportements positifs et à améliorer l'estime de soi qui me semble avoir été mise à mal quand tu m'as parlé de la honte d'avoir consenti à des relations pour échapper à ton agresseur. Donc, tu me conseilles l'hypnose ? Oui, mais pas seule. Il faut la conjuguer avec d'autres thérapies telles que la thérapie comportementale ou le MDR. Et il faut préserver ton équilibre alimentaire, continuer à avoir une activité physique. Chez toi, la danse est un moyen de guérir, alors utilise-la pour reprendre possession de ton corps. Et bien sûr, la méditation ne peut que te faire du bien. Mais tu ne m'as pas parlé de ta sexualité depuis. La connexion avec François est toujours la même. Nous avons refait l'amour sans difficulté. Mais tu sais que certains flashbacks peuvent survenir à l'occasion d'un geste, d'une position sexuelle qui te ramènerait vers ton agression. Oui, je l'imagine très bien. Nous le savons tous les deux, et je sais que François y sera vigilant. Tu ne peux t'imaginer à quel point il est attentif.
Tu as en effet beaucoup de chance, dit Barbara en souriant. Je vais te donner les coordonnées d'une thérapeute qui utilise à la fois l'hypnose et le MDR. Prends contact rapidement avec elle. Plus on commence tôt, mieux c'est. Merci, Barbara. Après avoir récupéré Lisa à la crèche, quand François eut garé la voiture dans le parking, Éléonore voulut éprouver sa capacité à remonter dans sa Fiat Panda. Mais elle s'approcha de sa voiture sans difficulté, regardant juste autour d'elle si personne ne venait. Elle se retourna vers son mari avec un grand sourire. « Au moins, demain matin, tu n'auras pas à te lever aux aurores. Tu pourras dormir plus longtemps. »« Tu sais ce que j'ai envie de faire avec toi ce soir ?» lui dit-il en guise de réponse, alors qu'ils se dirigeaient vers leur appartement. « Non, mais je ne vais pas tarder à le savoir. »« Tu te rappelles cette séance de massage tantrique que tu m'avais proposée à Saint-François ?»« Oui, bien sûr. Eh bien, ce soir, c'est à mon tour de m'occuper de toi. Quand Lisa sera couchée, bien entendu. »« J'ai hâte, » lui répondit la jeune femme. Il laissa Éléonore aller coucher Lisa et lui raconter une histoire. Pendant ce temps, il prépara tout ce qu'il fallait dans leur chambre. Huile de coco pour le massage, bougies et musique pour l'ambiance, et il augmenta la température dans la pièce. Quand la jeune femme revint, tout était prêt. Elle enleva donc tous ses vêtements, mais le fit si lentement que François fut à deux doigts de craquer. « Si tu continues comme ça, je ne suis pas sûre d'être capable de réaliser ce massage. Rien que de laisser courir mes mains sur ton corps, je pense que je vais te sauter dessus un moment. Peu importe, mon amour, c'est l'intention qui compte. » Et elle s'installa sur le ventre. François se déshabilla à son tour. « Bon sang, je la désire déjà, pensa-t-il. » Il appuya sur la touche on du lecteur CD et une musique douce, presque en sourdine, emplit la pièce. Il mit de l'huile de coco dans ses mains et en synchronisant sa respiration avec celle de sa femme, il commença par effleurer tout son dos jusqu'au niveau des fesses avec des mouvements très lents, avant de remonter délicatement au niveau des épaules, avec des mouvements de rotation avec les mains bien à plat. Il resta à ce niveau un bon moment, veillant à avoir les mains toujours enduites d'huile. À genoux, au niveau des jambes d'Éléonore, il laissa glisser ses mains en remontant sur ses jambes, sans aller jusqu'aux cuisses. Puis il revint jusqu'au niveau du dos et des fesses, alternant les pressions, les effleurements, les pétrissages, très lentement, avant de remonter vers les épaules sur lesquelles il exerça une forte pression. Ensuite, il avança les mains en direction du cou et en parcourut l'intégralité très lentement. Il revint de nouveau au niveau des fesses et posa ses deux mains bien à l'horizontale en bas de la colonne vertébrale et appliqua une pression avant de repartir en direction des épaules. Il se concentrait sur leur respiration, ne serait-ce que pour contrôler son érection, inévitable à la vue et au contact de celle qu'il aimait, concentré aussi sur les réactions d'Éléonore à chacun de ses mouvements. Il ressentait ses moindres frémissements, conscient d'avoir touché certaines zones érogènes qu'il quittait momentanément à contre-cœur avant d'y revenir. Le massage évoluait en fonction de la réaction du corps de la jeune femme, selon la manière dont il la touchait. Il demanda à Éléonore de se mettre sur le dos pour s'occuper de la partie avant du corps, après l'avoir essuyée avec des serviettes humides chaudes pour enlever l'excédent d'huile de coco. Les choses risquaient de se compliquer pour lui. Après avoir glissé un oreiller sous la tête, un au niveau des genoux et un autre au niveau des hanches de la jeune femme, il massa avec douceur le haut de son corps jusqu'à toucher son sexe. Ses mains exerçaient un toucher délicat et extrêmement lent. Il sentait une parfaite connexion entre ses mains et la peau de la femme de sa vie. Lorsqu'il toucha son sexe, fatalement ils furent excités tous les deux. Mais il parvint à se contrôler et massa cette partie comme d'autres zones sensibles, avec la même douceur. Il massa chaque centimètre de son corps lentement et avec amour, ses jambes, ses pieds, les espaces entre ses orteils, ses mains, chaque doigt, sa poitrine, son ventre. Pendant près de 2 heures, il la couvrit de douces caresses de la tête aux pieds, jusqu'à ce qu'elle parvienne à un état de relaxation complète sous ses mains. Il n'utilisa pas que ses mains, mais il effleura aussi avec tout son corps sans exercer aucune pression.
Il continua à la masser amoureusement pendant un long moment, après qu'elle ait atteint un orgasme, et lui aussi, même si ce n'était pas le but du massage au départ, mais le lâcher-prise. Il termina en l'essuyant comme il l'avait déjà fait pour la partie arrière de son corps. Elle s'était endormie. Il alla ranger tout le matériel utilisé et revint enlever les oreillers posés au niveau des genoux et des hanches, baissa le chauffage et l'enleva dans ses bras pour la coucher sur leur lit. Il se leva contre elle. Attentif, il avait enregistré ses moindres réactions selon les zones touchées. Il s'endormit contre elle en caressant les contours de son corps. Mardi 30 avril 2002. La nuit qui avait suivi le massage avait été calme. Éléonore se réveilla détendue et reposée. « Grâce à toi, mon amour, pensa-t-elle, en regardant François dans son sommeil. Elle était du quart du matin et se mit au volant de sa voiture sans problème. Cependant, elle se gara sur la place la plus proche de l'entrée ambulance de l'Argilière, par où elle entrait chaque fois qu'elle travaillait. Elle retrouva François à 13h30 pour déjeuner au self avec Gabriella. Après avoir récupéré Elisa à la crèche à 14h30, elle se rendit au studio de danse où Steph, content de la revoir, la serra dans ses bras à l'étouffer. Elle y avait aussi retrouvé Claudia. Lisa connaissait beaucoup de monde au studio. Généralement, Éléonore occupait la plus petite des salles et quand elle était seule avec sa fille, elle fermait la porte soigneusement en retirant la clé pour que les personnes à l'extérieur puissent accéder au cas où. L'enfant jouait dans un coin ou imitait sa mère, surtout lors des échauffements. Mais le plus souvent, une élève restait après son cours pour faire du babysitting et ainsi gagner un peu d'argent pendant 2 ou 3 heures, selon les besoins de la jeune maman. Il y avait 2 élèves en particulier qui jouaient les babysitters, 2 ados du modern jazz, Léa et Coralie. La jeune femme voulait exorciser la souffrance qu'elle ressentait encore, malgré tout ce que faisait François pour l'assurer de son amour. Elle avait honte que son corps ait accepté de se laisser pénétrer par un autre. Elle se sentait coupable d'avoir eu des rapports consentis pour tromper la vigilance de son ravisseur. Elle était sûre que la danse pouvait l'aider. Elle avait retenu 3 chansons qui pouvaient exprimer ce qu'elle ressentait. Après s'être réchauffée, elle s'était brièvement interrompue pour donner son goûter à Lisa, qui ensuite s'était mise à jouer. Puis Léa était venue s'occuper de la fillette. Elle avait commencé par « I Will Always Love You », qui exprimait tout son amour pour François, mais qu'elle estimait ne plus mériter. Lorsque François vint la rejoindre, il resta un moment à la regarder. Il savait que lorsqu'elle travaillait une chorégraphie, il y avait un message derrière. Pas toujours, mais très souvent. Mais là, c'était clairement le cas. Lorsqu'elle s'arrêta, il la prit contre lui. « Tu te trompes, mon amour. J'ai besoin de toi. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Sans toi, j'ai cru crever. Et moi aussi, je t'aimerai toujours et je veux te garder près de moi. J'ai peur, François. Peur que tu te lasses, avec mes cauchemars, ces flashbacks qui me rendent difficile à vivre. Premièrement, tu es loin d'être invivable. Deuxièmement, je ne peux pas me lasser de toi, je viens de te le dire. J'ai besoin de toi. Sans toi, je ne suis plus rien. À part ça, ta chorégraphie est magnifique, comme d'habitude, ajouta-t-il en l'embrassant. Vendredi 3 mai 2002. Éléonore avait travaillé le 1er mai, et François avait été de garde. Laurence et Jacques avaient donc joué les nounous. Le lendemain, l'infirmière était en repos, mais François avait tout de même emmené Lisa à la crèche, car la jeune femme avait rendez-vous avec la psychothérapeute conseillée par Barbara. Elle avait ensuite passé tout l'après-midi au studio de danse, où François l'avait rejointe à 18h pour 1 heure à 1h30 de danse avec elle. Laurence était allée récupérer Lisa. Elle avait essayé cette fois la seconde des chansons qu'elle avait sélectionnées, Without You, de Mariah Carey. Mais elle n'avait pas été aussi inspirée et ne l'avait travaillée que jusqu'au refrain. François l'avait de nouveau rassurée sur son amour inconditionnel et son soutien. Ils avaient ensuite répété ensemble une samba sur Whenever, Wherever de Shakira. Et finalement,
Éléonore avait proposé à François de travailler une rumba sur I Will Always Love You. Il aimait particulièrement la rumba, et la chorégraphie l'emballa beaucoup plus que la samba. La jeune femme lui avait avoué qu'elle aussi préférait cette rumba, d'autant qu'elle finissait dans ses bras. Ils étaient ensuite allés rechercher leur fille et avaient dîné avec les parents d'Éléonore. La jeune femme était d'après-midi ce vendredi. Dans la nuit, elle avait fait un cauchemar qui l'avait réveillée en sueur, complètement paniquée. Elle avait revécu son agression sur le parking. François l'avait bercée longuement pour la calmer. Elle avait fini par se rendormir, mais le jeune médecin s'inquiétait. Elle allait travailler du quart d'après-midi aussi tout le week-end et allait se retrouver dans les mêmes conditions que le jour où elle avait été enlevée. Avant de partir avec Lisa, il demanda à la jeune femme de ne pas aller se garer sur le parking où elle avait été agressée. « Chérie, promets-moi de te garer sur ma place réservée devant l'Argilière. Je garerai ma voiture ailleurs, et si jamais quelqu'un occupait ma place, appelle-moi. Vu le cauchemar que tu as fait cette nuit, je suis certain que tu appréhendes. » C'est vrai que j'y pensais depuis que j'ai vu le planning. Promis, je prendrai ta place réservée. Après sa séance de yoga et de méditation, ainsi qu'un peu de ménage, elle réfléchit de nouveau à une chorégraphie, cette fois sur Ne me quitte pas de Brel. Elle marqua certains pas et mouvements et nota les pas qu'elle avait retenus. Elle utilisait le système de notation Benesch, une méthode qu'elle avait appris au conservatoire pour retranscrire les mouvements. Comme promis, elle se gara sur la place réservée de François et se rendit directement à son bureau, juste pour l'embrasser. Elle arrivait toujours très en avance lorsqu'elle était d'après-midi, juste pour le voir. Elle le faisait systématiquement depuis qu'elle travaillait en médecine interne et qu'elle l'avait rencontré, amoureuse au premier regard. Il l'avait vue arriver. La voir, même de loin, lui faisait toujours le même effet. Elle était la seule femme qu'il désirât à ce point, et elle, exclusivement. Dès qu'elle entra dans le bureau, son cœur s'emballa comme à chaque fois. Il l'étreignit tendrement et lui entr'ouvrit les lèvres pour explorer sa bouche avec passion. Elle répondit à son baiser avec la même ardeur. « J'ai envie de toi », lui chuchota-t-il en lui mordillant l'oreille. « François, j'en ai très envie aussi, mais je risque d'être en retard. »« Mon amour, il est à peine 12h30. Nous avons largement le temps, » répondit-il en caressant les endroits les plus sensibles de son corps. Elle ne put résister longtemps au contact de cet homme qu'elle aimait plus que tout au monde. Elle le désirait autant qu'il la désirait. Alors qu'elle quittait le service un peu après 21h et traversait le hall pour rejoindre sa voiture avec Charlotte, son binôme aide-soignant de l'après-midi, un homme les arrêta. « Alors, mes beautés, vous n'avez pas peur de vous promener toute seule sans escorte à cette heure ?» Éléonore se figea. Elle était tétanisée, prise d'une crise de panique. Charlotte prit les choses en main. « Élie, respire. Imagine que tu as un ballon dans le ventre qui se gonfle quand tu inspires et qui se dégonfle quand tu expires. Allez. Une fois encore. Encore. Continue. Imagine que tu es chez toi avec François. Tu es dans ses bras. Oui, c'est ça. » Petit à petit, la jeune infirmière se calma. « Merci, Charlotte. Si tu n'avais pas été là... » « Mais j'étais là. En revanche, qu'est-ce qui a déclenché cette crise? C'est cet homme? Il te rappelle ton ravisseur? » ?»« Non, c'est ce qu'il a dit. Il nous a appelés mes beautés. Mon agresseur m'appelait tout le temps comme ça, ma beauté. J'ai eu un flashback. Tu veux que je te raccompagne? » ?»« Non, ça va aller, Charlotte. La crise est passée, grâce à toi. » »« Ok. En revanche, appelle-moi dès que tu es rentrée. Ça me rassurerait. »« D'accord, je t'appellerai. »« Promis, » répondit Éléonore en montant dans sa voiture. La jeune aide-soignante fit ni une ni deux.
Elle appela François pour l'informer de ce qui venait de se passer. Elle le rassura quant à la gestion de la crise de panique générée par un simple mot. Le médecin fit les 100 pas en attendant le retour d'Éléonore. Dès qu'elle passa la porte, il la prit dans ses bras. « Je vois que Charlotte t'a appelé. Tout va bien, François. C'est passé. » Et elle a eu raison. Moi aussi j'angoisse dès que je ne te vois pas rentrer dans un délai raisonnable. Je revis ce soir où tu n'es pas rentré. Pardonne-moi, mon amour. J'oublie trop souvent que toi aussi tu as souffert. Oh François, je ne veux pas te faire souffrir. Je pense à toi surtout, dit-il en la serrant si fort qu'elle eut du mal à respirer. Éléonore rappela Charlotte et rejoignit François dans le canapé. Elle se blottit contre lui. « Chérie, je suis désolée. Je te rends la vie si difficile. Je ne voulais pas tout ça. Peut-être qu'il vaudrait mieux que tu prennes tes distances avec moi quelque temps. Tu ne vis plus normalement à cause de moi. Tout tourne autour de moi. Je n'ai pas le droit de t'imposer tout ça. Éléonore, tu ne m'imposes rien. Je t'aime. Oui, tout tourne autour de toi. Et c'est le cas depuis que je suis tombé amoureux de toi. Tu es ce que j'ai de plus précieux. J'ai besoin de toi comme tu as besoin de moi. Et il n'est pas question que je prenne mes distances. Rappelle-toi ce que nous nous sommes promis en renouvelant nos vœux de mariage. » Elle s'effondra en larmes dans ses bras. Comme il m'aime. Alors que moi je l'ai trahi pour me libérer, pensait-elle. Elle n'arrivait toujours pas à dépasser ce sentiment de honte et de culpabilité. Elle préféra taire ce qui l'obsédait. Elle savait par avance ce qu'il dirait. Elle finit par se calmer sous ses caresses. « Maintenant, il faut que tu manges quelque chose. Tu n'as rien avalé depuis ce midi, si toutefois tu as mangé ce midi. » Il avait raison. Elle n'avait presque rien mangé. Il l'obligea à vider l'assiette qu'il lui servit. Mardi 4 juin 2002. Aujourd'hui, François et Éléonore allaient fêter leur 3e anniversaire de mariage. Ils avaient décidé de le fêter en tête-à-tête et avaient confié Lisa à Chiara et Jean. Ils avaient posé tous les deux une journée de congé pour le lendemain. Éléonore commençait à aller mieux. Après 3 séances d'hypnose, elle maîtrisait mieux l'anxiété qui survenait lorsque des images du traumatisme s'imposaient à elle. Elle prenait plus de recul et les séances avaient restauré l'estime de soi atteinte par les viols qu'elle avait subis. Surtout, elle reprenait le contrôle d'elle-même et les cauchemars, les réminiscences, les souvenirs répétitifs perdaient de leur intensité émotionnelle. Elle avait eu besoin de peu de séances, car avant de commencer, elle avait déjà franchi la première étape, généralement consacrée à l'identification des sources de son SSPT. Il s'agissait surtout pour elle de neutraliser les charges émotionnelles conscientes et inconscientes liées à son traumatisme. L'étape suivante avait été la phase de reconstruction. L'hypnothérapeute avait utilisé l'ancrage, notamment pour les flashbacks. Pour ralentir son rythme cardiaque, atteindre un état de relaxation et de calme, et ainsi se libérer de toutes les tensions, Éléonore utilisait un mot-clé, un mot qu'elle rattachait à son amour pour François. Scorpion. Depuis 2 semaines, la thérapeute utilisait l'EMDR pour le travail de libération émotionnelle qui avait pour but de faciliter la reconstruction. Cette thérapie reproduisait les mouvements oculaires rapides, spontanés, pendant le sommeil paradoxal ou sommeil de rêve, le stade du sommeil où sont traités et digérés les événements vécus pendant la journée. Elle avait pour but de débloquer la situation. Cette technique commençait à faire de l'effet sur Éléonore. Le mécanisme cérébral de retraitement des difficultés qui s'était enrayé après son expérience traumatisante commençait à refonctionner. Elle parvenait maintenant à ne plus être envahie par le traumatisme. Et d'ailleurs, les mouvements oculaires n'étaient plus indispensables pour elle. Il suffisait d'une stimulation bilatérale comme des tapotements sur les mains ou les genoux, ou bien des bips sonores dans une oreille puis dans l'autre, cela marchait aussi. Une personne l'avait aussi beaucoup aidée à cette période, une personne qu'Éléonore appelait régulièrement
pour lui souhaiter son anniversaire ou lors d'événements particuliers comme la naissance de Lisa. Il s'agissait de Tina. Éléonore l'avait appelée pour lui parler de ce qu'elle vivait après son enlèvement, sa séquestration et les viols. La star pouvait comprendre ce que la jeune femme avait enduré. Tina avait subi des violences autrefois, des viols conjugaux, une vie de recluse proche de la séquestration, comme ce qu'avait vécu Éléonore. La violence et le contrôle de son ex-mari l'avaient même poussée à tenter de se suicider. Elle avait su trouver les mots, mettre l'accent sur les aspects positifs de la vie de la jeune femme, notamment son mari exceptionnel, ce dont Éléonore n'avait jamais douté, car il était son soutien indéfectible. Et bien sûr, la danse, comme d'habitude, l'avait aidée. Elle avait terminé de chorégraphier Ne me quitte pas. Elle avait confié à François qu'elle avait sélectionné cette chanson pensant comme tout le monde qu'il s'agissait d'une chanson d'amour sur le thème de la rupture amoureuse. Mais elle avait découvert en se penchant sur l'histoire de ce titre qu'elle n'en était pas une, mais qu'elle était un hymne à la lâcheté des hommes, selon Brel, qui disait que c'était l'histoire d'un con et d'un raté, qui n'avait rien à voir avec une femme. Il y était en fait question d'un homme qui renonce à toute dignité, espérant regagner l'amour pour une femme qui le quitte. Pourtant, elle avait avoué ne pas pouvoir s'empêcher de s'identifier dans cette chanson, écrite au départ pour être interprétée par une femme. Le fait que « ne me quitte pas » soit répété 23 fois donnait un rythme lent, presque obsessionnel à l'expression de la souffrance, omniprésente presque à chaque vers. C'était pour elle presque une prière. Quand elle avait sélectionné cette chanson, elle ressentait cette souffrance au plus profond d'elle. Elle avait peur de ne plus le mériter, qu'il ne veuille plus d'elle après ce qui s'était passé, qu'il la quitte. Elle ne pourrait pas vivre sans lui. Mais aujourd'hui, elle allait mieux. Elle lui avait dit qu'elle avait confiance en son amour, ce qui avait rassuré François. Ce qu'elle n'avait pas avoué en revanche, c'est qu'au fond d'elle, elle avait toujours peur qu'il se lasse, qu'il la quitte un jour. Elle l'aimait plus que sa vie même. Ce mardi, il s'était retrouvé au studio de danse. Elle lui avait montré la chorégraphie sur Brel. Il la trouva sublime. Éléonore y avait plus exprimé l'amour que ce que Brel avait voulu y mettre. Steph et Claudia, qui avaient vu aussi la chorégraphie, la trouvaient magnifique. Une vraie chorégraphie de concours. Pour faire bonne mesure, Éléonore improvisa sur Eternal Flame, mais proposa surtout à son mari de danser une rumba sur cette chanson, ce qui convenait pour le jour de leur anniversaire de mariage. Steph et Claudia étaient venus leur souhaiter une bonne soirée, mais Éléonore avait encore une surprise. Parce qu'aujourd'hui, je sens que je revis, un peu grâce à la psychothérapie, mais beaucoup grâce à toi, François, et à ton amour inconditionnel, j'ai créé une chorégraphie spéciale. Elle est pour toi, mon amour. C'est ce que je peux exprimer aujourd'hui grâce à toi. Je vais la danser seule, mais je l'ai prévue pour un groupe de différents types de danses mélangées, classique, contempo, modern jazz, avec des tableaux très courts pour chacun des types de danse, et un final où tous les danseurs sont ensemble. Cette chorégraphie me semble idéale pour le final d'un spectacle de fin d'année, par exemple, même si pour cette année, c'est un peu court en temps. Elle mit le CD dans le lecteur et donna le top départ à Steph. La musique de I'm Alive de Céline Dion emplit la salle. François contemplait la femme de sa vie avec admiration, la voyant enfin exprimer sa joie de vivre à nouveau normalement. Steph et Claudia repéraient les passages de chaque type de danse, les pas en décalé par groupe et la partie finale. Ils étaient tous les deux très enthousiastes. « Cette chorégraphie est tout simplement géniale, dit Claudia. Tu as raison. On peut peut-être essayer de la monter pour le final. Mais là, nous n'avons plus que 3 semaines avant le spectacle de fin d'année. Ça va être chaud. » « Oui, et c'est toi la chorégraphe, donc tu vas avoir du boulot, la puce, dit Steph. Ce serait bien aussi que tu danses ton solo sur Brel, à défaut de concours. Alors, je veux bien vous la laisser pour les 3 semaines à venir, et vous avez de la chance qu'on ne part pas en vacances en juin cette année. Mais ce soir, elle est à moi, s'exclama François. Et il joignit les gestes à la parole. Il vint l'enlever dans ses bras. Il lui laissa juste le temps d'enfiler sa robe par-dessus sa brassière et sa culotte de danse, ainsi que ses chaussures, avant de l'entraîner dans une course vers leur appartement.
Tout était prêt pour leur anniversaire. Il avait anticipé en préparant la table pour deux. Il ne manquait plus que le repas lui-même, qui allait être livré, et les bougies à allumer. Tout comme Éléonore, il avait posé un congé pour le lendemain pour pouvoir profiter de cette soirée. « Va te faire belle, mon amour, que je puisse te déshabiller après le repas. » Elle obtempéra sur le champ. Après avoir pris une douche, elle enfila un string et une courte nuisette en satin et mit par-dessus une jupe portefeuille noire et une veste noire, le tout avec des sandales à talons. Habillée ainsi, elle faisait très working girl. Elle avait une petite idée derrière la tête. Quand François la vit, il parut surpris par une tenue stricte en apparence. Mais la veste était ouverte sur une nuisette en satin qu'il connaissait bien. Il l'enlaça pour l'embrasser. Mais Éléonore s'en détacha. « Et si on dînait avant ?» dit-elle. « Avant quoi, mon amour ? » ?»« Tu verras tout à l'heure, un peu de patience. » En réalité, ils mangèrent leur repas assez rapidement, impatients l'un et l'autre. « Et maintenant, avant ta surprise, j'ai quelque chose pour toi, dit François. Je trouve ta tenue un peu sévère. Il manque quelque chose. Il tenait dans sa main une petite boîte qu'il ouvrit. Éléonore écarquilla les yeux. « François, tu es fou, c'est trop. Rien n'est trop beau pour toi. Tu es l'amour de ma vie. Ces pendants d'oreilles art déco sont parfaitement assortis à tes yeux et à ta bague de fiançailles. Quand je les ai vus, je les ai tout de suite imaginés sur toi. » Il mit les pendants aux oreilles de la jeune femme et recula un peu pour l'admirer. « J'en étais sûre. Ils mettent tes yeux en valeur. Eh bien, maintenant, ma surprise va paraître bien fade. Je suis certain que non. Laisse-moi en juger. » Éléonore se leva pour mettre un CD dans le lecteur. L'introduction de You Can Leave Your Hat On de Joe Cocker retentit. La jeune femme commença par enlever sa jupe d'un seul geste. Puis elle lui fit signe d'approcher et entreprit d'enlever sa veste, qu'il acheva de lui ôter avant de l'envoyer valser à travers la pièce. Elle commença à danser une rumba très lascive. Il se prit au jeu. Mais au bout d'un moment, elle le poussa dans un des deux fauteuils du salon avant de passer derrière le dit fauteuil auquel elle tourna le dos. Puis elle se cambra et bascula pour atterrir en grand écart sur les genoux de François, ses jambes reposant sur les bras du fauteuil, complètement offertes. L'effet fut immédiat sur lui. Mais Éléonore n'avait pas fini. Elle se releva du fauteuil et l'attira à elle pour finir leur rumba en continuant à l'émoustiller avec des ondulations de son corps. Enfin, elle s'assit elle-même dans le fauteuil, les jambes écartées, et l'attira de nouveau à elle. Il se mit alors à l'embrasser et à la caresser avant de la soulever pour l'emmener sur leur lit pour commencer leur longue nuit d'amour. Après 3 ou 4 heures de sommeil, ils prolongèrent même leur célébration d'anniversaire de mariage à leur manière jusqu'à la fin de la matinée du mercredi. De toute façon, les températures estivales de la veille avaient chuté et il pleuvait. Autant rester au lit. Vendredi 14 juin 2002. Le ministre de la Justice grecque avait décidé de l'extradition de Gianmarco vers la France, avec le consentement de ce dernier sur les conseils de son avocat. Le jeune marin venait d'arriver en France et avait été placé en détention provisoire en attendant la fin de l'instruction et son procès. Il était donc incarcéré à la maison d'arrêt de Rouen. Son frère, Paolo, avait obtenu une autorisation de visite en parloir ordinaire et était venu d'Ischia pour le voir. Matteo avait eu des nouvelles par son biais et en avait informé François et Éléonore. Le couple n'avait aucun esprit revanchard vis-à-vis du marin italien qui avait reconnu les faits et avait repris pied avec la réalité. Ce qui importait au couple, c'est que la justice suive son cours. L'avocat de Gianmarco lui avait conseillé de faire une demande de transfèrement pour rapprochement familial dans un établissement plus proche de la frontière italienne. Restait à savoir si le chef de l'établissement pénitentiaire estimerait cette demande fondée au point de saisir le ministre de la Justice. François avait été très occupé ces derniers temps. Le congrès de la SNFMI
dont les thèmes avaient été les facteurs de risque vasculaires ainsi que les entéropathies et les maladies et ou syndromes systémiques, avait lieu cette année à Rouen, les 13, 14 et 15 juin. Il avait commencé la veille. Le jeune PH devait intervenir sur ses travaux de recherche, en lien avec le troisième des thèmes. Éléonore s'en voulait d'avoir accaparé toute son attention ces derniers mois, alors qu'il avait énormément de travail. Il avait eu beau lui dire qu'elle comptait plus que tout, plus que sa carrière, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir coupable d'avoir été un frein. Il avait fallu que Max et Sarah lui racontent comment était François pendant toute la période où elle avait disparu, pour qu'elle prenne conscience qu'il avait besoin de sa présence à elle pour se sentir vivant. Sans toi, il vivait comme un automate, dit Max. Il se noyait dans le travail pour ne pas penser, mais dès qu'il était seul, il était prostré avec ton foulard. Il passait son temps à regarder vos photos, les films où tu danses. Le jour où tu as pu t'échapper, quand ce touriste l'a appelé pour le lui annoncer et qu'ensuite il a pu te parler, il est redevenu vivant, ajouta Sarah. Il allait te revoir. Il n'avait qu'une idée, te serrer dans ses bras. Il ne voulait plus attendre. Tu es tout pour lui. Tu ne peux pas être un obstacle. Tu es sa raison de vivre, Élie. Éléonore avait demandé à être du matin le jeudi, premier jour du congrès, avait posé un RTT pour le vendredi et avait demandé à être en repos le week-end. Elle voulait absolument être aux côtés de l'homme de sa vie. Elle n'avait pu assister aux conférences qu'à partir de 14h30 et s'était installée au fond de l'amphithéâtre pour ne pas perturber l'assemblée attentive aux interventions. Elle voyait François plus loin devant elle. Il avait dû sentir son regard posé sur lui, car elle s'était retournée brièvement et leurs regards s'étaient croisés. Immédiatement, son visage s'était illuminé. Il n'avait pu la rejoindre qu'à la pause. Il l'avait alors pris dans ses bras pour l'embrasser. Peu lui importaient les personnes autour. Il ne l'avait plus lâchée après. Ce vendredi, Max vit arriver François et Éléonore main dans la main. Ils étaient radieux tous les deux. Quel contraste avec hier matin, se dit le chef de clinique et ami du couple. Il faisait déjà chaud. François serait bien venu en jean et en chemise, mais il avait néanmoins mis une veste. Quant à son épouse, elle avait relevé ses cheveux en un chignon flou pour avoir moins chaud et portait une robe légère bleu ciel à fines bretelles et des sandales. L'intervention de François était prévue dans la matinée. En attendant, les deux amoureux écoutèrent attentivement celle des autres. Quand vint le tour de François, Éléonore l'écouta, le cœur battant. Elle connaissait par cœur le contenu, car elle avait voulu qu'il le lui présente avant, et généralement elle relisait ses articles, participant aussi à leur traduction en anglais. Le contenu passionnant et le charisme du jeune médecin captèrent l'attention de l'assemblée immédiatement. L'intervention fut très applaudie, et Éléonore fut sans aucun doute celle qui applaudit le plus. Dès qu'il rejoignit sa place, François lui prit la main et en embrassa la paume, la faisant frissonner. À la pause, la discussion s'engagea entre François et certains collègues d'autres CHU à propos de ces derniers articles. Le jeune PH tenait sa femme enlacée pendant les échanges, ce qui n'échappa à personne. Celle-ci se permit d'intervenir à un moment pour amener une précision sur le passage d'un article cité par un des collègues de François. Elle connaissait tous les articles publiés depuis quelque temps par son mari et s'était intéressée à ses travaux. Elle ne pouvait laisser dire des choses erronées. Le dit collègue la regarda avec étonnement, car elle maîtrisait le sujet. Max, qui participait aussi aux échanges, ne put se retenir d'intervenir avec un grand sourire. « Madame Vasse vous étonne, n'est-ce pas ? Elle n'est pas que décorative. Elle est également très intelligente, cultivée et hyper compétente dans son domaine. J'en parle en connaissance de cause puisque je travaille avec elle au quotidien. » « Vous avez bien de la chance, Vasse, convint le confrère de François, qui s'était adressé Max. Je sais, et en plus elle traduit mes articles et peut m'assister dans tous les congrès par sa maîtrise parfaite de l'anglais, de l'italien, de l'allemand et accessoirement du portugais. Les interventions continuèrent toute la journée, juste interrompues par le repas de midi. Les congressistes ne se rendirent même pas compte de l'orage qui avait éclaté à 15 heures. Le soir même,
avait lieu une soirée pour tous les congressistes. François et Éléonore avaient juste eu le temps d'aller se changer chez eux avant de se rendre sur le lieu de réception. Lorsqu'ils rejoignirent les confrères de François, le couple les laissa bouche bée. François était très élégant dans un costume italien marine et Éléonore portait la robe fourreau rouge qu'elle avait déjà portée à Venise. Elle avait ramassé ses cheveux en un chignon banane orné du peigne d'Ussé. Elle ne portait comme bijoux que sa bague de fiançailles et les boucles d'oreilles en émeraude et diamants d'Ussé. Avec ce couple très glamour, le groupe des Rouennais fit une entrée remarquée. Les Normands rejoignirent leur table où ils retrouvèrent 2 consoeurs de Chambéry. Cela avait le mérite de rétablir une certaine parité homme-femme autour de la table. L'une d'elles regarda le couple avec insistance. Puis son regard s'illumina. « Excusez-moi, docteur Vasse, mais j'ai l'impression de vous avoir déjà vu, vous et votre femme. Sur les pistes de ski, peut-être, si toutefois vous venez skier à Saint-François-Longchamp ? Non, non, ce n'est pas cela. Vous êtes déjà allé à Venise, n'est-ce pas ? Oui, pour notre voyage de noces. Donc c'est bien vous deux dans le livre d'Alan Wilson consacré à Venise. Effectivement, nous ne pouvons pas dire le contraire. Les autres convives s'étaient tournés vers les 2 interlocuteurs quand ils entendirent parler de livres où figurait le couple. La Savoyarde leur expliqua. « Je suis passionnée de photographie et aussi par l'Italie, et l'un de mes photographes favoris, le photographe américain Alan Wilson, a publié récemment un livre avec de magnifiques photos dans lequel on trouve le docteur Vasse et sa femme à toutes les pages. C'est à se demander si Wilson voulait les mettre en valeur dans les décors magnifiques de Venise ou si ce sont monsieur et madame Vasse qui mettent en valeur la cité des Doges. « Encore une facette de votre vie que vous cachiez, Vasse, lui dit son chef de service. Il faudra que je vérifie si cela ne peut pas nuire à votre réputation comme médecin. Aucun risque, dit la Savoyarde. Effectivement, j'y ai veillé, monsieur, précisa Éléonore. J'ai tenu à contrôler notre image et Alan nous envoie tous ces clichés pour avoir notre accord avant de faire quoi que ce soit. Ayant fait beaucoup de mannequinat et de shooting photo avant de devenir infirmière, je suis très pointilleuse à ce sujet. Mais comment avez-vous connu Alan Wilson demanda la chambérienne. François et Éléonore durent expliquer une fois de plus comment le photographe américain de réputation internationale les avait piégés à Venise et comment ils étaient devenus amis, au point que Wilson vienne photographier les étapes importantes de leur vie, avec des photos de la grossesse d'Éléonore, de leur fille mois par mois, et le mariage d'un frère de François à Rome. Nous sommes devenus sa 2e famille. Il est venu avec nous à Ischia, chez l'oncle et la tante de François, ainsi qu'à la fête de la bière à Munich, précisa Éléonore. Comme la jeune femme l'avait pressenti, il allait publier un nouveau livre avec les photos de Rome et d'Ischia, avec les mêmes conditions que pour le précédent. Le photographe leur avait envoyé dès le mois de mars un CD-ROM avec toutes les photos prises pour qu'ils déterminent celles qu'ils ne voulaient pas voir publiées. Et un livre sur Munich était déjà en préparation. « Vous êtes un couple très étonnant tous les 2, dit le chef de service. Un orchestre de jazz avec une chanteuse animait la soirée. Le repas était terminé et quelques personnes dansaient sur la piste. « Chérie, veux-tu m'accorder quelques danses » demanda François. « Avec toi, jusqu'au bout de la nuit. » Il l'emmena sur la piste pour une valse sur Georgia on My Mind. Des centaines d'yeux étaient fixés sur eux. Mais ils étaient dans leur bulle. Ils continuèrent avec une autre valse sur Moon River, un foxtrot sur Dream a Little Dream of Me, puis une rumba sur Girls of Ipanema. Pris par l'habitude qu'il avait de danser avec sa femme, François révéla sans le vouloir, à travers les pas et les portées, son talent caché pour la danse. Ils regagnèrent leur place, absorbés l'un par l'autre, pendant que les applaudissements résonnaient dans la salle. Ce n'est qu'en arrivant à leur table qu'ils se rendirent compte que les yeux étaient tournés vers eux et non vers l'orchestre. « J'ignorais ce talent pour la danse, Vasse, constata le chef de service. « Ce talent, c'est surtout ma femme qui l'a, répondit François, sans s'étendre sur le sujet pour éviter d'autres questions. Le couple prit congé peu de temps après, afin de se retrouver seuls chez eux. Lisa était chez Chiara et Jean. Ils purent profiter de cette intimité bienvenue.